On dit que la pauvreté rend humble, mais en réalité, elle vous brise d'une manière impossible à expliquer. Je m'appelle Ramatoulaye. J'ai grandi en Casamance avec 5 frères et sœurs et un père qui dépensait son salaire en alcool avant même que nous puissions manger. Les nuits étaient interminables, ponctuées de faim et des murmures de mépris des voisins. Je me disais que je ne finirais jamais comme ma mère, mendiant, souffrant et attendant des miracles qui ne viendraient jamais. Je pensais que l'argent était la clé de la liberté. Pas l'amour, ni la patience, ni les rêves, mais l'argent. Si j'en avais, je pourrais me protéger ma famille et faire taire les critiques. Mais dans mon désespoir, j'oubliais que l'argent peut aussi aveugler, vous enfermant dans des prisons déguisées en palais. Ma plus grande peur était la pauvreté. Mon plus grand malentendu était de croire que la richesse pouvait effacer la souffrance. J'avais tort. Je ne savais pas, le jour où j'ai dit oui à Ousmane, cet homme d'affaires riche qui est apparu dans ma vie comme un miracle, que j'allais entrer dans une histoire encore plus sombre que la pauvreté elle-même. Parfois, la solution à laquelle on aspire est le piège qu'on ne voit pas venir. La première fois que j'ai vu Ousmane, il pleuvait à torrents. Je travaillais dans une petite boutique, à plier des vêtements que personne n'avait les moyens d'acheter. Il entra, grand, rasé de près, avec une aura qui imposait le silence. Son agbada blanc était impeccable malgré la tempête dehors. Il parla doucement, demandant des chemises, mais son regard se posa sur moi plus longtemps que nécessaire. Mon cœur battait à tout rompre. Il n'était pas seulement riche, il paraissait puissant, inaccessible. Quand il me demanda mon numéro de téléphone, ma voix tremblait. Je le lui donnai, me disant que cela pouvait être le début d'une nouvelle vie. Quelques jours plus tard, il m'a envoyé des fleurs si chères qu'elles ont empli la boutique de leur parfum. Peu après, il est revenu, cette fois dans un SUV noir. Il m'a proposé de déjeuner à l'hôtel, et j'ai accepté sans hésiter. En moins d'un mois, il envoyait de l'argent à ma mère, payait les factures d'hôpital de ma sœur et m'offrait des cadeaux que je n'avais vus que dans les magazines. Tout le monde me disait que j'avais de la chance. Je me suis dit que j'étais sage, que j'avais enfin fait le choix qui mettrait fin à la pauvreté dans ma famille pour toujours. Mais la vie a une cruelle façon d'habiller les cages d'or. Parfois, ce qui ressemble à une bénédiction peut cacher une malédiction profonde. Crois-tu que chaque échappatoire à la souffrance est une véritable liberté? Ousmane ne perdit pas de temps. 2 mois plus tard, il me demanda de quitter mon emploi à la boutique. « Tu mérites mieux », me dit-il en me remettant une enveloppe remplie de billets. Mon patron protesta, mais j'avais déjà fait mon choix. La pauvreté avait dicté ma vie jusqu'alors, j'étais prête à me soumettre à un nouveau maître. Il m'emmena dans des endroits que je n'avais vus qu'à la télévision. Restaurant 5 étoiles, salon privé, hôtel au plafond si haut qu'il semblait toucher le ciel. Je le voyais donner des pourboires plus importants que mon salaire mensuel. Je me disais, voilà, Ramatoulaye, voilà la vie pour laquelle tu as prié. Quand il me présenta à ses amis, tous vêtus de costumes italiens et parlant à voix basse, je me sentis hors de place. Pourtant, le respect qu'il lui vouait me rendait fier. C'était un homme puissant, un homme que l'on craignait et à qui l'on obéissait. 3 mois plus tard, il me demanda en mariage. La bague n'était pas une simple bague, c'était une véritable merveille de diamants, scintillante comme des étoiles incrustées d'or. Ma mère pleurait de joie. Mes frères et sœurs dansaient. « Dieu nous a exaucés », dit-elle en me tenant la main. Mais, au fond de moi, une petite voix murmura. « À quel prix ?» Tous les rêves n'ont pas un prix caché. Et vous, si tout ce que vous avez toujours désiré vous était offert, seriez-vous capable de taire vos doutes? Notre mariage était un rêve devenu réalité, tel que les jeunes filles de Casamance n'osent même pas imaginer. Ousmane avait fait venir d'Italie un célèbre créateur de mode pour confectionner ma robe. La salle était remplie d'invités riches et inconnus, tous vêtus de blanc. Ils mangeaient, buvaient et riaient comme des rois. Un immense gâteau de mariage trônait au centre, scintillant sous les lustres. Ma mère pleurait, murmurant « Ramatoulaye est libre. Ma fille est libre. » Quand Ousmane m'a passé la bague au doigt, j'ai cru que la pauvreté avait enfin disparu de ma vie. Il m'a serré contre lui, souriant comme un homme follement amoureux. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie en sécurité. Après la cérémonie, au lieu d'aller à un hôtel, il m'a conduite directement à sa demeure à Dakar. Les portes étaient plus hautes que tout ce que j'avais jamais vu. La propriété était silencieuse, un silence qui vous perçait les oreilles. Le sol était recouvert de carreaux de marbre blanc.
Des miroirs à cadres dorés reflétaient mes moindres mouvements. La piscine scintillait sous la lune. Je me disais, c'est le paradis. Mais le soir venu, Osman n'a pas dormi à mes côtés. Il a dit qu'il avait sa propre chambre, son espace personnel. Sa voix était calme et ferme, comme une loi. J'ai balayé l'idée d'un revers de la main, mais quelque chose me perturbait. Le silence dans le luxe peut parfois être plus assourdissant que la faim dans la pauvreté. Auriez-vous ignoré cette étrangeté si la richesse l'avait masquée comme un parfum? Le premier matin dans la demeure, je me réveillais enthousiaste à l'idée de jouer le rôle de bonne épouse. Je préparais des ignames à la sauce aux œufs, mon plat préféré. Je dressai la table avec soin, attendant Osman. Quand il descendit, vêtu d'un cafetan blanc impeccable, je souris fièrement. Mais il secoua la tête. « Je ne mange pas le matin, » dit-il doucement. « Vous voulez dire aujourd'hui » demandai-je. « Non, jamais. Je jeûne tous les jours. Cela me permet de me concentrer. » Je forçai un sourire, mais mon cœur se serra. Chez nous, seuls les pasteurs et les prophètes jeûnaient autant. Osman n'était ni l'un ni l'autre. Avant de partir, il me tendit une carte de crédit en or. « Achetez tout ce que vous voulez, » murmura-t-il, m'embrassant le front avant de sortir. Le geste était doux, mais étrangement froid. Cet après-midi-là, je fis des achats en ligne, me laissant envahir par les objets que la pauvreté m'avait toujours interdits. Sacs de marque, robes de soie et chaussures que j'avais admirées à travers les vitrines. Un instant, j'oubliai cette étrangeté. Mais ce soir-là, quand je mis ma robe de chambre en soie et l'attendis, Osman ne me rejoignit pas. Il resta près de la fenêtre, le regard perdu dans la nuit. « Je vais me coucher », dit-il calmement mais fermement. Je acquiesçai. Pourtant, en moi, un malaise grandissait. Parfois, la richesse nous aveugle et nous empêche de voir les signes avant-coureurs. Douteriez-vous de l'amour si sa douceur était mêlée de règles silencieuses? Cette nuit-là, la maison semblait plus froide que d'habitude. Vers 1 heure du matin, je me réveillai la gorge sèche. Le climatiseur ronronnait comme un lointain grondement. Je mis mes chaussons et je me dirigeai en silence vers la cuisine. En passant devant l'escalier menant aux caves, je restai figé. Un bruit sourd et traînant résonnait faiblement, comme du bois frottant contre la pierre. Mon cœur battait à toute allure. Je me disais, Ramatoulaye, continue de marcher. Va chercher ton eau et repars. Mais mes jambes me trahissaient. Pied à pied, je descendis. Le couloir était sombre, l'air glacial. Une lourde porte en bois était entr'ouverte. Le bruit se fit entendre à nouveau, un craquement, suivi d'un silence glacial. Ma main tremblait tandis que je poussais la porte. Ce que je vis me fit lâcher la tasse. Osman, mon mari, gisait dans un cercueil. Pas endormi dans son lit, pas à son bureau, mais dans un cercueil. Des bougies rouges scintillaient autour de lui. L'air sentait la pourriture et la terre humide. Au sol, des os humains étaient éparpillés comme des jouets oubliés. Je reculai, me couvrant la bouche. Mon corps tremblait, les larmes me brûlaient les yeux. À ce moment, Osman ouvrit les yeux. Il se leva lentement, d'une impassibilité glaciale. « Tu n'aurais pas dû voir ça. » La curiosité peut parfois révéler des vérités qui brisent le cœur. Si vous découvriez un secret terrible sur quelqu'un que vous aimez, vous enfuiriez-vous ou resteriez-vous silencieux? Je refermai la porte du sous-sol d'un coup sec et reculai, les mains tremblantes, incapable de saisir la poignée. Ma respiration était saccadée, les larmes me perlaient les joues. Je me répétais en silence, ce n'est pas réel. Tout cela ne peut pas être réel. Puis j'entendis un bruit, le crissement lent de pas dans le couloir. Lourd, délibéré. Chaque pas était plus proche que le précédent. « Ramatoulaye » murmura Osman, d'une voix calme et grave. « Ouvre la porte. Nous devons parler. » Je m'appuyai contre la porte de la chambre, respirant à peine. « S'il te plaît, Dieu » chuchotai-je. « Ramatoulaye » répéta-t-il, plus fermement. La poignée trembla doucement, puis plus fort. Mon cœur s'arrêta un instant. « Tu aurais dû rester en haut » dit-il doucement. Je ne voulais pas que ça finisse comme ça. Un frisson me parcourut. Finir comme ça? Pensait-il me tuer? Je pris mon téléphone. Pas de réseau. Toutes les fenêtres étaient fermées hermétiquement. Mon souffle se fit rare, comme si des mains invisibles me serraient le cœur. Puis un autre bruit, un frottement prolongé, comme du bois sur du carrelage. Je saisissais un vase et m'accroupis derrière le lit, tremblante. Je ne dormis pas cette nuit-là. Assise dans un coin, les yeux rivés à la porte, je priais pour que l'aube arrive vite.
La peur est la plus intense dans le silence. Si la personne en qui vous aviez le plus confiance devenait votre pire cauchemar, où iriez-vous vous réfugier? Le matin arriva, mais le manoir semblait plus oppressant, plus froid que jamais. Chaque ombre me semblait poursuivre. Je me déplaçai rapidement, vérifiant les portes et les fenêtres. Toutes les sorties étaient verrouillées par des scanners biométriques ou des loquets massifs. Mes empreintes digitales ne fonctionnaient pas. La panique me tenaillait. Je savais ce que je devais faire. Les gants en main, je me faufilai vers le sous-sol, espace personnel, où Osman m'interdisait d'entrer. Mes mains tremblaient alors que j'ouvrais la lourde porte en bois. L'air était glacial, plus lourd qu'avant. Les bougies étaient éteintes, mais le cercueil était toujours là, ouvert et vide. Mon soulagement fut de courte durée. Les murs étaient recouverts de photos, des femmes en blanc, tout à côté d'Osman, souriantes. Des visages différents, des années différentes, des mariages différents. Un frisson m'envahit. Des noms et des dates étaient inscrits sous chaque photo. Puis je l'ai vu, Ramatoulaye 2025. L'espace à côté était vide, en attente. Je reculai, faisant tomber un chandelier. J'aurais dû courir, mais j'avais besoin d'une preuve. Je devais savoir. Soudain, des pas au-dessus de moi. Osman était de retour. Je me faufilai à peine dans un petit placard. Son ombre passa devant la porte ouverte. Il murmura, calme mais glacial, je t'avais prévenu. Je t'ai donné une chance. Je retenais mon souffle, priant pour qu'il ne regarde pas à l'intérieur. Certaines vérités ne sont révélées que lorsque la survie l'impose. Si vous vous trouviez désigné comme la prochaine victime, vous fuiriez-vous ou vous battriez-vous? J'attendis que Osman quitte le manoir ce soir-là. Mes mains tremblaient alors que je m'enveloppais le visage d'un foulard et que je chaussais mes baskets. Ni maquillage, ni bijoux, juste une survivante prête à se battre. Je pris le petit couteau que j'avais caché sous le lit et le plaçai dans mon soutien-gorge. De retour au sous-sol, je remarquai un coffret à fusible caché derrière une plaque métallique. Mon instinct me disait que c'était peut-être ma chance. Je l'ouvris avec le couteau. À l'intérieur, des fils rouges, bleus, jaunes. Je ne savais pas ce qui allait se passer, mais mon instinct me commandait de tirer. Des étincelles jaillirent et tout devint noir. Je courus en haut. Les serrures électroniques de la porte d'entrée étaient hors service. La liberté était à portée de main. Je me précipitai vers les grandes portes, mais elles étaient verrouillées. Puis je vis le fil barbelé le long du mur. Cela me lacérait les mains et les jambes, me faisant saigner, mais je ne m'arrêtai pas. Enfin, j'atteignis le sommet et je sautai. La chute me laissa sans souffle. Je courus pieds nus dans la rue calme de Dakar, saignant, implorant silencieusement de l'aide. Un SUV noir ralentit. Le conducteur, un homme âgé, me regarda et hocha la tête. « Madame, vous allez bien? Emmenez-moi à la police, s'il vous plaît, haletai-je. Ce jour-là, je retrouvai la liberté après des semaines de captivité, mais je savais que la menace d'Osman n'était pas encore dissipée. Le courage exige souvent de risquer tout pour survivre. Quand notre vie est en danger, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour nous en sortir? Au commissariat, j'ai essayé de tout leur expliquer. Le cercueil, les ossements, les photos d'autres femmes. Au début, ils me regardaient comme si j'étais folle. Stress, traumatisme, imagination débordante, disaient-ils. Mais j'ai insisté, leur montrant mes mains ensanglantées, le couteau, l'écharpe et même les photos prises dans le sous-sol. Peu à peu, leur scepticisme s'est dissipé. Les policiers ont accepté de me suivre à la maison. À notre arrivée, la maison semblait impeccable. La porte du sous-sol était vide. Plus de cercueil, plus d'ossements, plus de bougies. Même les photos au mur avaient disparu. Mon cœur s'est serré. Osman avait-il tout déplacé? Ou quelque chose de plus sombre avait-il tout effacé avant l'arrivée de la police? Les policiers échangèrent des regards dubitatifs. « Madame, êtes-vous sûre d'être au bon endroit ?» demanda l'un d'eux. « Oui, murmurai-je, fixant le mur où étaient accrochées les photos. « C'était ici. Je vous jure que c'était ici. » Ils secouèrent la tête, incrédules, affirmant que le traumatisme me faisait peut-être voir des choses qui n'étaient pas réelles. Je partis, m'installant dans un petit hôtel, incapable de manger ou de dormir. Chaque ombre, chaque bruit me rappelait lui. Ce soir-là, un message vocal arriva. La voix d'Osman, froide et calme. « Tu peux fuir, Ramatoulaye, mais le mariage a déjà commencé. Dans mon monde, il n'y a pas de divorce. Le mal se cache souvent derrière la perfection,
Et la vérité est souvent remise en question avant d'être prouvée. Croiriez-vous vos propres yeux, ou vous douteriez-vous de vous-même, face à un mal aussi terrible? Je suis partie vivre à Doji, j'ai changé de numéro de téléphone, j'ai teinté mes cheveux et j'ai supprimé tous mes comptes sur les réseaux sociaux. J'ai essayé de recommencer une nouvelle vie, mais les cauchemars ne me quittaient pas. Chaque nuit, je rêvais d'Osman allongé dans ce cercueil, souriant comme un prédateur qui a toujours le dernier mot. Un dimanche après la messe, j'ai vu une jeune femme sortir d'un SUV noir élégant. Elle portait une robe blanche, comme les femmes sur les photos du sous-sol. Mon cœur s'est arrêté. Et là, il était là, Osman, à côté d'elle, souriant, comme si rien ne s'était passé. Je me suis cachée derrière un pilier, tremblante, incertaine de savoir si je devais les confronter ou fuir. Je savais qu'elle risquait d'être la prochaine victime. J'ai sorti mon téléphone et pris une photo, les mains tremblantes. J'ai immédiatement envoyé tout aux photos, message vocal, localisation à un journaliste de confiance et à un blog spécialisé dans les crimes. Si je ne pouvais pas le faire tomber seul, le monde devait voir la vérité. Des heures plus tard, l'histoire a fait le tour du monde. En 2 jours, la police a ouvert une enquête. Pour la première fois, j'ai ressenti un espoir. Même face à la terreur, le courage peut faire justice. Le courage associé à la vérité peut engendrer le changement, même contre le mal le plus sombre. Si révéler le danger pouvait sauver d'autres personnes, prendriez-vous le risque de mettre votre propre sécurité en danger? La police a investi la nouvelle demeure d'Osman. Ils ont trouvé le sous-sol caché derrière un faux mur. Le cercueil était là. Des bougies, des os humains et des photos de femmes, tout soigneusement disposés, comme je l'avais vu. Chaque photo était étiquetée avec des noms et des dates. Mon cœur battait à tout rompre. Ils ont sauvé la jeune femme en blanc à temps. Elle avait l'air terrifiée, tremblante lorsqu'ils l'ont emmenée. Pour la première fois, j'ai réalisé à quel point elle avait failli être la prochaine victime. Osman a été arrêté immédiatement. Il n'a pas protesté, ni plaidé son innocence. Il a souri calmement, ce genre de sourire qui glace le sang. Les preuves étaient irréfutables, ses mariages secrets pendant des décennies, ses pratiques rituelles et les disparitions étaient toutes mises au jour. J'ai vu les agents documenter chaque détail, prendre des photos et cataloguer les os. Mes mains tremblaient, mais je me sentais soulagée. Enfin, le démon que j'avais épousé était derrière les barreaux. Mais au fond de moi, je savais que la noirceur qui l'entourait n'était pas ordinaire. Une force plus ancienne que la loi avait toujours protégé ces crimes, mais la justice allait enfin se manifester. Pour la première fois depuis des mois, j'ai pu respirer librement. Mais je savais que les cicatrices de cette expérience ne disparaîtraient jamais complètement. Le mal peut se cacher derrière le charme et la richesse, mais la vérité finit toujours par émerger. Devant des monstres déguisés en humains, prendriez-vous la parole ou resteriez-vous silencieux? Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent et Osman entra, aussi calme que d'habitude. Je frissonnais en m'asseyant, le poids de la terreur des derniers mois me pesant sur le cœur. Le juge lit les accusations. Plusieurs meurtres, pratiques rituelles et enlèvements. Mon estomac se retournait. Les preuves étaient accablantes. Les policiers montrèrent les photos des femmes, les ossements et les objets rituels d'Osman. La jeune femme en blanc témoigna, tremblante mais courageuse. Ces mots peignirent un tableau horrible de la manière méthodique dont Osman avait organisé chaque mariage, chaque disparition. Osman resta silencieux, un sourire timide aux lèvres. Son calme me glaçait le sang. Je compris alors qu'il ne craignait pas la loi, mais seulement la révélation de la vérité. Le marteau du juge retomba. Osman Camara, vous êtes condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Un immense soulagement m'envahit, mais fragile, comme un rayon de soleil à travers les nuages. Un instant, je rêvais de liberté, de paix et de sécurité. Pourtant, au fond de moi, une petite voix murmura que les ténèbres qui entouraient Osman étaient plus anciennes, plus obscures que ce que la justice pouvait atteindre. Même après la justice, les souvenirs persistent, entend l'esprit. La justice peut punir les coupables, mais elle ne peut effacer les cicatrices qu'ils laissent. Si vous avez survécu à un cauchemar inimaginable, la paix reviendra-t-elle un jour? Même après l'emprisonnement d'Osman, les cauchemars ne cessaient. Chaque nuit, je rêvais de lui, couché dans ce cercueil, souriant, entouré de bougies et de squelettes. Je me réveillais en sueur, le cœur battant à tout rompre, incertaine de savoir si ces visions étaient réelles ou le reflet de ma peur. J'ai essayé de reconstruire ma vie à Doji.
J'ai changé de coiffure, de numéro de téléphone et j'ai même évité les réseaux sociaux. J'ai essayé d'oublier, mais chaque ombre, chaque craquement dans la maison, me faisait sursauter. Mon esprit rejouait chaque détail du sous-sol, chaque murmure de sa voix calme et sinistre. Un dimanche après la messe, j'ai vu une jeune femme en blanc sortir d'un SUV noir. Mon cœur s'est serré. Derrière elle, il était là Osman. Souriant. En vie. Libre. Mon cœur s'est arrêté. Serait-elle sa prochaine victime? Je me suis cachée, tremblante, et j'ai pris une photo. Cette fois, je n'ai pas hésité. J'ai envoyé la photo à un journaliste et à un blog spécialisé dans les crimes. Si je ne pouvais pas le combattre seul, le monde devait le savoir. Même quand la justice semble avoir été rendue, le danger peut persister, attendant une erreur. S'échapper du mal ne signifie pas toujours qu'il a disparu. La vigilance est essentielle à la survie. Si le danger plane encore après la justice, jusqu'où iriez-vous pour vous protéger et protéger les autres? Le blogueur a publié mon histoire en quelques heures. Elle est devenue virale en une nuit. 2 jours plus tard, la police a lancé une enquête approfondie. Ils ont trouvé le sous-sol caché, le cercueil, les ossements humains et les photos de mariage. Pas seulement les miennes, mais celles de 5 autres femmes. Des femmes toutes portées disparues. Osman préparait déjà un autre mariage lorsque les policiers ont fait irruption dans la maison. La jeune femme en blanc a été sauvée in extremis. Elle s'est agrippée aux policiers, en pleurs, et j'ai ressenti un mélange de soulagement et de rage. Ce pouvait être son dernier jour. Quand Osman a été amené au tribunal, il n'a pas plaidé non coupable. Il n'a rien dit. Les preuves étaient irréfutables. Enfin, le démon que j'avais épousé était rattrapé. Un instant, j'ai connu la paix. Mais même pendant son procès, je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment que la noirceur qui l'entourait était plus ancienne que la loi, plus ancienne que la justice elle-même. Parfois, survivre ne suffit pas. Le courage et l'action doivent l'accompagner. Dénoncer le mal peut sauver des vies, mais les séquelles de ce que vous avez enduré resteront. Seriez-vous prêt à tout risquer pour empêcher un prédateur de commettre un autre crime? Osman fut condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Je le regardais depuis la galerie, mené vers la prison, un léger sourire aux lèvres. Pour la première fois depuis des mois, j'ai respiré un grand soulagement, le cauchemar semblait enfin terminé. Mais au fond de moi, une inquiétude persistait. Ce sourire, si calme, si serein, m'avait glacé le sang. Ce n'était pas un homme ordinaire devant la justice, mais un homme qui avait conclu des pactes avec des forces obscures. 1 an plus tard, un lundi matin, la nouvelle passa à la télévision. Osman Kamara avait été retrouvé mort dans sa cellule. Son corps était déjà en décomposition. Le reportage disait que quelque chose l'avait emporté pendant la nuit, quelque chose plus ancien que la justice, plus sombre que la loi. Je n'ai pas tremblé. Au fond de moi, je savais que cette force l'avait finalement rattrapé. Elle était au-delà du contrôle humain, au-delà des juges et de la police. Parfois, un mauvais mariage peut être plus dangereux que la pauvreté. Ce n'est pas parce qu'on vous sauve des souffrances que l'on vous sauve vraiment. Certains ne font que changer la forme de votre prison. La véritable justice vient souvent de forces hors de notre contrôle. Croyez-vous que cette obscurité puisse compenser les lacunes de la justice humaine? Assise seule dans mon petit appartement de Dodji, je pus enfin respirer. La maison, le cercueil, les ossements, le calme terrifiant d'Osman. Tout cela hantait mes souvenirs. Mais j'étais en vie. J'avais échappé au danger. J'avais combattu, me caché et démasqué le mal qui avait voulu me piéger. Je regardais mes mains, marquées par les barbelés et la peur, et souris faiblement. La richesse et le luxe avaient failli être ma prison. J'avais cru qu'échapper à la pauvreté signifiait échapper au danger. Erreur. La véritable liberté, je l'ai compris, n'est ni or ni diamant, mais la survie avec l'âme intacte. Les cauchemars revinrent, mais j'avais appris à les affronter. J'avais appris à écouter mon instinct, à agir quand la peur me poussait à le faire. Et j'avais appris que le courage était plus fort que la peur, que la survie exigeait l'action, pas seulement l'espoir. J'ai aussi compris quelque chose de plus profond. Certains sauvetages prennent la forme de chaînes. Certains hommes qui promettent une vie facile peuvent vous mener à une obscurité encore plus grande. Et parfois, les plus dures batailles ne sont pas contre la pauvreté, mais contre les ombres qui suivent ceux qui prétendent vous sauver. La sécurité est plus précieuse que le luxe. La véritable liberté, c'est survivre plutôt que de se complaire dans le luxe. Si le confort pouvait coûter la vie,
choisiriez-vous la paix plutôt que la richesse? Des mois se sont écoulés, et la vie est revenue lentement à un semblant de normalité. Je suis revenue à mes habitudes simples, l'église le dimanche, des promenades dans le quartier, des soirées tranquilles avec un livre. Je n'ai jamais oublié la demeure, le cercueil, les bougies rouges, ni le sourire glacial d'Osman. Mais j'avais survécu, et cette survie était entièrement mienne. J'ai commencé à aider d'autres femmes en situation de danger, leur enseignant à faire confiance à leur instinct plutôt qu'au luxe, à la sécurité plutôt qu'au charme. Je racontais mon histoire à voix basse, un avertissement imprégné d'expérience. Certains écoutaient avec peur, d'autres avec incrédulité. Mais quelques-unes comprenaient le poids des ombres dissimulées derrière la richesse. Un soir, je suis passée devant un SUV noir stationné lors d'un événement à l'église. Mon cœur a bondi, mais je n'ai pas couru. Je ne me suis pas cachée. J'ai juste souri légèrement et j'ai continué. La peur ne me contrôlait plus. J'avais affronté l'inimaginable et j'avais survécu. Parfois, un mauvais mariage est pire que la pauvreté. Certaines chaînes sont en or, mais restent des chaînes. J'ai choisi la survie. J'ai choisi la liberté. Et dans ce choix, j'ai trouvé une force plus grande que la peur, plus grande que la richesse, plus grande que toute ombre jetée par Osman. Le véritable pouvoir réside dans le fait de reprendre sa vie en main et non dans le luxe qui la menace. Si votre liberté vous coûtait tout ce que vous avez toujours désiré, la choisiriez-vous quand même? Parfois, la quête de richesse nous aveugle aux dangers cachés derrière le luxe et le charme. La véritable liberté ne se mesure pas alors ni au confort, mais à la sécurité, au courage et à la force de survivre. Le mal peut se cacher sous les apparences les plus parfaites, et seule la vigilance, l'action et la confiance en son instinct peuvent nous protéger. Survivre exige souvent des sacrifices, de la résilience et la sagesse de choisir la vie plutôt que le luxe. Si le choix était entre le luxe et votre vie, que choisiriez-vous? Faye. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette histoire, mettez un j'aime et partagez vos commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu. Activez les notifications pour rester informé. Votre soutien est précieux pour nous.